Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Afrique Info. L'Égypte a célébré le 5e anniversaire de la révolution qui avait permis de renverser l'ancien président du pays, Hosni Moubarak. Le 25 janvier 2011 marquait le début des manifestations géantes ayant déclenché la vague des révoltes arabes. L'anniversaire de la Révolution est aujourd'hui un jour férié. Les rues des principales villes du pays sont restées désertes alors qu'un important dispositif de sécurité avait été déployé. Les Égyptiens sont restés chez eux par crainte d'être la cible d'attaques menées par les frères musulmans. Après la Révolution, la confrérie fut un temps à la tête du pays avec le président Mohamed Morsi, mais ce dernier a été à son tour chassé du pouvoir en 2013. La conférence de presse qui vient de se tenir au Caire vient encore d'apporter de nouvelles accusations contre la confrérie. Cette dernière préparerait, selon toute vraisemblance, un plan pour former un groupe armé. Les forces armées nationales travaillent actuellement à combler le vide sécuritaire afin de rétablir l'ordre définitivement. Nous devons ainsi mettre sur pied une force nationale islamique capable de déployer tous les moyens nécessaires pour contrer tous les opposants, et particulièrement pour mener la bataille contre les médias et les juges. Le soulèvement de 2011 a appelé l'Égypte à choisir la démocratie, à mettre fin à la corruption et à améliorer la vie des Égyptiens. Et c'est justement ce que l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi tente de faire. L'Égypte de 2016 n'est plus l'Égypte d'il y a 5 ans. Nous construisons ensemble une nation moderne et développée, respectant les notions de démocratie et de liberté. Nous poursuivons ainsi le processus de développement qui établira les nouvelles fondations économiques du pays. Le président égyptien a rappelé que ce processus prendra du temps et demandera des efforts sans précédent. La démocratie en Égypte ne se créera pas en un jour. Il s'agit d'un processus exigeant de l'expérience et un apprentissage sur la durée. Avec le temps, nous verrons que les bases démocratiques de la vie politique égyptienne se renforceront et l'État sera alors plus à même de trouver un équilibre entre les droits individuels et les libertés. Le peuple égyptien sera davantage conscient du concept de la liberté responsable et l'environnement ne sera plus propice à l'anarchie et au chaos. Le Parlement libyen a voté pour rejeter un gouvernement d'unité soutenu par l'ONU alors que le pays est en proie à des troubles. Sur les 104 législateurs présents à la session du Parlement 89 ont rejeté le nouveau gouvernement. Un membre dissident du Parlement a déclaré que le gouvernement proposé avait une structure à grand cabinet. Le gouvernement d'union nationale est représenté par un homme d'affaires et qu'il comprend 32 ministres. Il a été formé la semaine dernière après un accord soutenu par l'ONU signé le mois dernier. Depuis août 2014, le gouvernement libyen doit composer avec deux administrations quand une alliance de milices a renversé et tenu le pouvoir à Tripoli. L'administration reconnue avait alors fui à l'est du pays. 4 attentats suicides ont eu lieu lundi matin au Cameroun dans la région de l'extrême nord, proche de la frontière avec le Nigeria. Le bilan est de 32 morts et 86 blessés. 4 femmes se sont fait exploser sur un marché de la ville de Poto, causant le plus lourd bilan des attaques terroristes enregistrées sur le sol camerounais et attribuées à la secte islamiste nigériane Boko Haram. La veille, des unités camerounaises de la force mixte multinationale créée pour lutter contre Boko Haram ont mené une contre-offensive qui se serait soldée par la neutralisation de 17 terroristes. Et au Nigeria, un attentat qui n'a cette fois rien à voir avec Boko Haram. Des dizaines de personnes ont été tuées par des paysans, semble-t-il, pour s'approprier des pâturages pour le bétail. Cela fait plusieurs jours que les tueries ont eu lieu, mais les blessures de la bataille sont toujours visibles. Un village situé à 80 km de Yola, capitale de l'État d'Adamawa. Des dizaines de corps ont été retrouvés éparpillés dans la zone. Les détails sont encore peu nombreux, mais il semble que des pasteurs de l'ethnie Fulani ont investi le village dimanche matin et s'en sont pris aux habitants pendant des heures. Même moi qui vous parle, je n'ai vu aucun membre de ma famille. Je suis le seul survivant. Ils ont tué tout le monde et ont pris des bêtes. Des hommes de la sécurité ont été attaqués. Ils sont repartis avec des animaux. Les locaux étaient simplement armés d'arcs et de flèches. Les assaillants, eux, avaient des armes automatiques.
Parmi les morts, le chef de la police du village. Nous devons d'abord savoir combien il y a eu de victimes, le nombre de morts et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire. Il nous faut faire le bilan de ce qui s'est passé pour pouvoir aider les survivants. Les attaques liées au pâturage sont communes ici. À la saison sèche, l'herbe est rare et la compétition est pour le moins féroce. La production de maïs en Zambie chutera d'au moins 30% cette année à cause de la grande sécheresse. Des milliers d'agriculteurs venant des régions agricoles les plus productives du pays ont été témoins d'une baisse considérable de leur production due à un manque de pluie. Voici le district de Chongwei à 40 km de la capitale zambienne, Lusaka. C'est le pic de la saison des pluies, mais rien n'est tombé depuis plus d'une semaine. Seulement quelques petites pluies en début du mois. Les Mwalu-Mundje ont planté leur culture de maïs le 19 décembre, mais il n'a pas plu avant janvier. La plupart des premières semences n'ont pas germé, elles sont à présent replantées. Mais depuis qu'ils l'ont fait il y a une semaine, il n'a toujours pas plu. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. Il y a un certain temps, il y a 6 ans environ, nous avions planté. Mais comme la pluie est arrivée plus tôt, le maïs n'avait pas d'eau. Il y a eu un retard de croissance jusqu'à fin janvier et nous n'avions alors pas assez à manger. Cela pourrait être pire cette année et pourrait mettre le pays dans un territoire inconnu. From 2009 up to this year, Zambia has not imported. De 2009 à cette année, la Zambie n'a pas importé une seule graine dans le pays. En fait, pour ces 5 dernières années, la Zambie exportait du maïs. Mais cette année, nous devons importer au moins 100 000 tonnes métriques. Les approvisionnements supplémentaires ne régleront que la moitié des problèmes des Mwalu-Mundje. Nous avons des enfants qui vont à l'école et qui dépendent de la production de maïs. Mais si nous ne produisons rien, les secours alimentaires sont pour la consommation seulement. Mais qui financera ces enfants alors? Le syndicat national des agriculteurs, le National Farmers Union, essaye d'amortir l'impact difficile de la sécheresse sur les agriculteurs. L'an dernier, 22 000 agriculteurs ont souscrit à l'assurance de crédit Lima. C'est un programme de prêt fourni par le syndicat national des agriculteurs en Zambie. Il couvre les dégâts des agriculteurs allant jusqu'à 1 million de dollars. Nous nous attendons à plus de 40 000 inscriptions cette année. Ainsi, ils ne perdront pas la totalité de leur culture. Malheureusement, les Mwalu-Mundje ne sont pas assurés et malgré leurs efforts de sauver leur production, cette saison pourrait ne rien rapporter. Et maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont renoué avec la baisse lundi, tirée par les valeurs du secteur de l'énergie sur fond de rechute des cours du pétrole. À Paris, le CAC 40 a clôturé un repli de 0,58% à 4 311,33 points. Le FTSE britannique a cédé 0,39% et le DAX allemand 0,29%. La bourse de New York a terminé lundi nettement dans le rouge, pénalisée par les valeurs de l'énergie après une rechute des cours du pétrole ainsi que par le secteur des ressources de base. Les indices américains de référence ont creusé leurs pertes en fin de séance. Le Dow Jones a finalement abandonné 1,29% à 15 885,22 points. Le S&P 500 plus large a reculé de 1,56% à 1877,08 et le Nasdaq Composite a cédé 1,58% à 4518,49. Et maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice GTOPI de l'Afrique du Sud a baissé de 1,26%, l'indice MASI du Maroc a baissé 0,03% et l'indice Setoun de la Tunisie a augmenté de 0,90%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
L'économie de la Namibie connaît une croissance stable depuis 6 ans, avec des taux de croissance annuels de plus de 5%. La mise en œuvre d'un plan de développement national, d'une politique fiscale prudente et d'une stabilité politique a engendré une hausse des afflux de capitaux étrangers. Le pays prévoit également d'ouvrir un port d'installation de services pour le bloc commercial d'échange de la RADC. Avec une croissance attendue de 6% cette année, la Namibie semble en plus bonne santé que ses pays voisins en Afrique du Sud. L'investissement direct étranger est en hausse, le principal port commercial du pays prépare un changement drastique et la construction d'une zone industrielle spéciale est en cours. Cela crée un revenu stable, cela crée de l'emploi. En particulier, si vous créez un nouvel emploi, vous nourrissez une famille de 4 personnes. Je soutiens ce projet et je suis optimiste dans ce projet. Tout se prépare. Rome n'a pas été construite en un jour. Les autorités portuaires souhaitent créer une plateforme commerciale régionale et internationale à Walvis Bay. Le port est devenu pratique pour la région de la SADC et est stratégiquement bien situé. Namport est également très efficace grâce à sa gestion de cargo. Namport s'occupe de l'expansion du port. Cette pièce derrière nous est le nouveau terminal à conteneurs. Ils ont créé ce nouveau terminal pour son revenu élevé à Walvis Bay. Davantage de personnes dépendent de Walvis Bay comme ils dépendent de la plateforme commerciale. Je pense que dans le passé c'était Durban et la Tanzanie. Tandis que plusieurs projets de développement se préparent, certains s'inquiètent de la pauvreté et de la hausse du chômage. La pêche est le troisième plus important contributeur du PIB et le second plus important détenteur de devises étrangères. Le secteur emploie plus de 15 000 pêcheurs, mais ils ne sont pas bien payés. Poverty here is too much. Go around. How many houses have shacks? Il y a trop de pauvreté ici. Faites un tour. Combien de maisons sont des cabanes? Et toutes ces cabanes ici à Walvis Bay et à Swakop appartiennent aux pêcheurs. Pourquoi n'avons-nous pas de maison? Car nous n'avons pas assez d'argent. Une personne qui travaille sur le terrain de la pêche va pêcher dans ces terrains pendant 45 à 50 jours. Le plus important salaire varie entre 1000 et 6000. The highest amount that guy is earning on his basic salary is from 1,000 to 6,000. Selon le gouvernement, il a été difficile de développer les industries dans ce désert. Les plages sont inexploitées et les zones montagneuses. Cette zone de tourisme attire plus d'1 million de visiteurs chaque année et contribue à près de 15% du PIB. La Namibie a réussi à réduire le niveau de pauvreté de 40% entre 1993 et 2010. Mais le pays reste une société très inégale avec un taux de chômage de 29%. De nouvelles politiques de relance de l'économie ont cependant été ouvertes à la Namibie pour qu'elle augmente ses investissements étrangers. La construction d'une nouvelle centrale électrique, par exemple, commencera bientôt. Plusieurs autres industries s'élargissent également et le pays prévoit de créer des milliers d'emplois. Et maintenant, direction l'Afrique du Sud, où un drame se déroule le long de la côte occidentale. Cela concerne les grands requins blancs qui sont une espèce protégée. Les moniteurs de plongée en cage avec des requins à Gansbaai ont duré des années accompagnés des touristes admirés et plongés avec ces créatures des mers. Toutefois, cette activité autrefois florissante a complètement été paralysée par la disparition des requins au cours des dernières semaines. Le grand requin blanc est l'un des plus grands prédateurs des océans par sa taille et la redoutable réputation dont il jouit l'a rendu célèbre parmi les touristes, qui sont prêts à payer le prix fort pour pouvoir plonger avec ses prédateurs. Gansbaai est le cœur de l'industrie de la plongée en cage. Mais les affaires ont été suspendues après qu'une population entière de requins ait disparu en quelques semaines, causant l'arrêt des activités. Certains experts sur les requins pensent qu'un phénomène météorologique bien compris en Afrique du Sud explique leur disparition et le problème pourrait s'avérer plus grave que prévu. La disparition des requins aurait pu être causée par différents et multiples facteurs. La météo est devenue plus ou moins très étrange au cours de l'année dernière. Le phénomène El Niño est certainement l'une des causes. Et pourtant, les études que nous avons menées montrent que El Niño affecte seulement les requins malades. Cette conclusion est aussi basée sur notre étude génétique. Donc, chaque changement mineur ou majeur dans l'environnement affectera la population malade d'une espèce. Ce qu'on vit à Gansbaai va se répéter.
La principale activité touristique à Gansbaï sont les requins. Pratiquement tous les commerces sont d'une manière ou d'une autre en relation avec l'industrie. Michael Rudzen gère une entreprise de plongée en cage et a passé 27 ans à étudier et observer les requins. Il pense que leur disparition pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie de la ville entière. Si nous ne trouvons pas de solution à la disparition des requins, ces entreprises vont devoir fermer. Par conséquent, il y aura une perte d'emploi importante. De plus, toute la ville dépend des revenus générés par cette activité. Toutes les auberges, les fournisseurs de denrées alimentaires ainsi que les restaurants vont souffrir. La météo a été impitoyable, laissant ceux qui veulent s'aventurer en mer rentrer rapidement. Ces conditions de vent inhabituelles ont été attribuées à El Niño. Les vents frappent les côtes depuis 2 semaines et demie et a causé la baisse des températures en mer. C'est très inquiétant. Toute l'industrie s'est arrêtée. J'ai vu de nombreux effets de El Niño venir et partir, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis convaincu que les animaux ont presque disparu. Les conséquences de la disparition des requins sont très claires dans l'industrie de la plongée. Mais ce qui n'est pas clair, c'est comment les animaux planifient de revenir, s'ils reviendront un jour. Toujours en Afrique du Sud, Sekifil Wan est le testament du travail et de la détermination d'une femme. Sekifil signifie « nous sommes arrivés », des mots qui sonnent juste comme nous allons l'apprendre tout de suite. Nondumiso Pikash haïssait le vin en raison des penchants alcooliques de son frère. Mais aujourd'hui, cette femme de Gougouletou, près du Cap, a fait du vin sa spécialité. Créée en 2006 après un premier échec en 2004, Sesfikile Wine a fait depuis un bon bout de chemin. Je suis parvenue à acquérir certaines compétences, certaines connaissances et certains contacts, mais je trouve qu'il est encore difficile de percer. Je n'ai pas encore réussi à véritablement laisser mon empreinte, notamment au niveau international. Et d'ajouter que si le chemin a souvent été semé d'embûches, notamment les années de mauvaise récolte, sa passion pour le vin lui a donné la détermination nécessaire pour continuer à avancer. Malgré cela, le monde du vin reste essentiellement masculin et blanc. Elle a donc dû s'adjoindre les services d'un expert. Le secteur du vin est bâti sur les relations de confiance. Une cliente nous a rencontré, Nondumiso, au salon Pro Wines en Chine et m'a conseillé de la rencontrer. J'y suis allé et depuis nous travaillons ensemble sur plusieurs projets. Je lui fournis du vin, je lui montre les ficelles du métier, je l'aide à connaître le secteur du vin. Car Nondumiso Pikash est consciente du chemin qui lui reste à parcourir. Le défi avec le vin en tant que produit qui est que vous devez connaître toutes les étapes du processus. Vous devez comprendre ce qui se produit dans les vignobles, ce qui se produit dans les chais avant de véritablement pouvoir apprécier le produit fini. Donc pour une femme noire comme moi, qui a seulement une marque, qui n'a pas d'infrastructure pour la soutenir, cela devient un vrai défi. Pikash estime que le secteur est porteur en termes d'emploi. Elle travaille avec des écoles pour présenter les opportunités professionnelles du secteur du vin. Le développement rapide de l'Internet en Ouganda permet à de nombreuses personnes de rire pour toutes les bonnes raisons. Les comédiens déclarent que dans le pays, leurs émissions attirent de plus en plus de spectateurs. There is Sophia, there is Maliki, there is Shirafa. Actually, you're a good musician. I'm telling you, just search King, then Congo's KONG also, then MC. Internet atteint un public plus vaste. De régions éloignées aux États-Unis, il y a plus de chances de trouver King Kong MC de l'Ouganda sur Internet que sur la radio ou à la télévision. C'est grâce aux communautés en ligne que MC King Kong a gagné en notoriété. Il joue toutes les semaines à Kampala et est apparu dans plusieurs émissions sur le continent. Il espère se produire en Europe et aux États-Unis. But back in the days, let's say about 7 years ago,
À l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans, quand quelqu'un se produisait sur scène dans un théâtre ou un quelconque lieu de loisirs, tu y allais pour le voir. Si tu le ratais, l'opportunité de le revoir ne se présentait pas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si tu ne peux pas te rendre au théâtre, tu peux toujours voir le spectacle sur YouTube, Facebook ou WhatsApp. Plusieurs vidéos sont disponibles. En Ouganda, les humoristes sont très populaires sur les réseaux sociaux. Mais malgré cela, ils appellent à plus d'investissements pour développer l'industrie. Développer le secteur non seulement pour les comédiens, mais aussi pour les internautes dans le pays. Le Malawi abrite certains des plus anciens vestiges humains et des reliques sacrées comme ces arts supestres datant de l'âge de pierre. En hauteur de la vallée de la forêt de Chongoni reposent les vestiges du Malawi. L'extraordinaire site du patrimoine mondial de l'UNESCO présente des peintures rupestres datant du IIe siècle. Ces abris naturels ont protégé la densité de ce groupe de rochers en Afrique centrale. 127 sites des arts rupestres ont été localisés dans les environs. Les peintures rouges et blanches que vous voyez ici sont uniques au Malawi. Les peintures rouges sont les plus anciennes. Elles ont été réalisées par les Akafula, parfois appelés les Abatras. Il s'agit de représentations d'hommes qui vivaient dans ces grottes entre moins 7000 et moins 2000 avant notre ère. Les peintures blanches, quant à elles, ont été réalisées par les Bantu Chewa. Elles représentent la diversité des espèces qui vivaient à leur époque, utilisées pour consigner les histoires et les musiques populaires d'antan. Le site du patrimoine mondial de Chongoni a été inscrit à l'UNESCO en 2006. Mais le site n'est pas assez protégé de l'homme moderne. Aujourd'hui, les peintures sont sous la menace de graffitis et d'incendies. Moses Mkumfa, conservateur, essaye de sensibiliser la communauté locale sur l'importance de la protection de cet héritage. Si nous pouvons continuer à soutenir le développement de nos campagnes et de notre héritage, qui sont les témoins de notre histoire et de nos traditions, et si nous pouvons renforcer les communautés locales, il est donc important de protéger l'avenir. Monsieur Moses et de nombreuses personnes espèrent sensibiliser la population et mieux préserver l'héritage des ancêtres du pays afin de montrer aux prochaines générations un aperçu de leur passé. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.